avant la table ronde, donc on va finir avec la dernière intervention consacrée à la formation. Donc pour le maître d'ouvrage, quelles compétences en interne à acquérir et quelles pistes de formation avec Emmanuel Cano. Voilà, je vois que vous arrivez à partager votre présentation. Très bien. Bonjour à tous. Oui, c'est bon, vous Bonjour. m'entendez bien, vous voyez bien la présentation? Oui, c'est parfait. Alors, je vous propose donc de parler un peu de compétences et de pistes de formation. Alors, ma présentation sera assez simple étant donné qu'il y a déjà énormément de pistes, je pense, qui vous ont été fournies depuis ce matin et en accompagnement et en formation. Je vais essayer de vous proposer une vision un peu synthétique et surtout de vous parler de stratégie un petit peu de positionnement pour déterminer, pour répondre justement à ces deux grandes questions. Alors, ma présentation, elle sera en 3 points. Justement, cette fameuse stratégie de positionnement, comment on peut poser, parce que c'est parfois une difficulté, comment on peut poser sa réflexion pour monter un petit peu un projet d'acquisition de compétences en interne, pour répondre à des objectifs d'intégration de la télédétection à un projet. Il y aura ensuite une deuxième partie où on fera un approfondissement, où je vous propose un petit focus sur les compétences à acquérir. Et puis, on parlera donc des dispositifs de formation, d'accompagnement, d'acculturation. Alors, je vous propose un peu un petit plan d'attaque pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. C'est peut-être pas exhaustif, c'est certainement perfectible, mais ça permet de clarifier un petit peu la problématique. Quand on est confronté à la télédétection, souvent, c'est quelque chose d'assez hermétique au départ et on a besoin d'un accompagnement, mais il y a aussi des choses qu'on peut poser déjà en interne pour réfléchir à justement au niveau d'accompagnement qu'on a besoin et aux actions à mener. Donc là, je pense que cette stratégie de positionnement qui se réfléchit en interne et qui peut faire intervenir une personne, une équipe, peu importe, elle peut se composer comme suit en 3 parties. D'abord, formuler clairement les objectifs qu'on veut atteindre, définir donc un positionnement vraiment, réexprimer ses besoins par rapport à l'atteinte de ces objectifs et en déduire le type de dispositif dont on va avoir besoin. Je pense que c'est important de se poser, de prendre le temps pour cette réflexion. Et donc bah là, je vous propose 3 niveaux. Alors, on peut échanger là-dessus, bien sûr, hein. Pour moi, en tout cas, j'en vois 3 par rapport à mon recul d'expérience. Euh, un niveau qui requiert vraiment une grosse, une vision d'ensemble et une vision du contexte applicatif de la télédétection qui va correspondre donc à la notion d'acculturation dont on vous a déjà parlé au cours de cette journée. Euh, une étape un petit peu plus technique qui va que j'appellerais moi la conception méthodologique, qui va plus se baser déjà sur des savoir-faire un petit peu plus concrets pour monter des projets, suivre des projets, critiquer des prestations, etc. Et puis un troisième niveau qui va encore plus vers la technique, qui est là le niveau d'expertise qui requiert des connaissances techniques et scientifiques poussées, parce que là, on est vraiment soi-même dans l'action, dans le développement. Donc bon, j'enfonce certainement un peu des portes ouvertes, mais ça va toujours mieux des fois en formalisant les choses. Alors, j'ai donné quelques exemples d'objectifs. C'est pas exhaustif, bien sûr, mais évidemment, lorsqu'on se place dans un objectif de rédaction ou de suivi d'appel d'offres, lorsqu'on est en train de réfléchir à un besoin RH, un recrutement ou à une réflexion de montée en compétences en interne, lorsqu'on est aussi sur de la gestion de projets au sens large, avec peut-être des collaborations qui font appel à de la télédétection, on a besoin d'une acculturation. Donc, on a besoin de se tourner vers des dispositifs qui proposent des vues d'ensemble, des visions globales très générales ou qui sont centrées sur des usages de la télédétection. Donc, on peut trouver des webinaires, participer à des conférences comme aujourd'hui. On peut aussi s'intégrer à des groupes de travail, donc certains vous en ont été présentés déjà, ou prendre connaissance de cas d'usage par rapport à ses propres problématiques métiers et professionnelles.
Lorsqu'on passe à l'étape un petit peu au-dessus, c'est parce qu'on doit aller un petit peu plus loin sur le suivi d'un projet qui fait appel à de la télédétection, c'est-à-dire qu'on doit être le garant de l'atteinte de certains objectifs de qualité sur des résultats à produire. Donc, ça veut dire qu'on doit s'armer d'un recul critique. Ça veut dire qu'on doit être capable d'évaluer des méthodes qui sont employées, des outils, et aussi être capable vraiment derrière d'assurer des résultats ou des méthodes qui puissent vraiment garantir une innovation méthodologique au service d'une thématique métier. Donc, c'est un petit peu un challenge puisque là, on rentre vraiment dans la technique sans être forcément la personne qui met en œuvre les méthodologies de télédétection. En général, les dispositifs qui sont bien adaptés sont des formations courtes, des ateliers d'initiation ou des ateliers qui sont centrés sur une problématique bien précise, pas dans une visée opérationnelle derrière pour soi-même, mais dans une visée de connaissance des contraintes, euh, des pièges à éviter et des parties méthodologiques, par exemple, sur un processus sur lesquels il va falloir mettre une attention particulière. J'y reviendrai un petit peu plus tard. On va faire le zoom sur les compétences. Et puis enfin, alors un troisième niveau que je caractérise, qui est celui de l'expertise technique. Donc là, on est vraiment soit soi-même la personne qui va devoir mettre en œuvre des procédés de télédétection, soit on doit organiser le développement de nouveaux outils et services basés sur de la télédétection, procéder à des investissements innovants, pourquoi pas avec de l'achat de nouveaux matériels de télédétection, de migration technique avec des outils et des logiciels différents, ou par des montées en compétences en interne de personnes qui sont déjà en place mais qui n'ont pas acquis pour l'instant l'expertise de télédétection. Pour tous ces sujets-là, et pour les personnes qui ont aussi la montée en compétences, évidemment, il faut des formations plus approfondies. On parle ici de formations professionnelles longues et certifiantes ou de formations aussi de type universitaire, diplômante, puisqu'il y a un certain nombre de masters ou de formations d'apprentissage sur le sujet. Voilà les trois niveaux que je peux vous proposer, enfin caractériser par rapport à ma vision des choses sur la stratégie de positionnement. Et je pense que déjà, formaliser cette stratégie, essayer de bien cerner les limites de ce qu'on veut obtenir, eh bien, c'est déjà un premier travail, une première avancée pour s'approprier le contexte de la télédétection. Alors, quand je parle de télédétection, avant d'approfondir sur les compétences. Vous l'avez peut-être compris en parlant d'acquisition de matériel, je parle de télédétection un peu au sens large. On parle beaucoup de spatial, d'imagerie satellitaire, bien sûr, et de produits dérivés. Je pense que de plus en plus maintenant arrive la problématique de l'acquisition de ses propres données télédétection depuis le drone et notamment de données donc multispectrales, mais aussi de données LIDAR. Donc ça aussi, c'est de la télédétection et la problématique par rapport au spatial est différente puisque là, on peut se retrouver soit donc à devoir faire appel à des prestataires qui, eux, vont faire l'acquisition de nos données, des données qui nous intéressent, soit même face à l'acquisition du matériel pour soi-même faire sa propre acquisition de données de télédétection. Donc ça induit on va dire, une orientation complémentaire et des questions complémentaires à se poser par rapport à ces problématiques-là. Je reviens sur les compétences. Alors, encore une fois, vision de ma lucarne, bien sûr, tout est discutable et je serais ravie de répondre à des questions sur le sujet. Par rapport à ma vision, les compétences fondamentales en télédétection, elles portent sur trois grands axes. La donnée, ça, je pense que les précédentes présentations l'ont déjà confirmé. Les outils et techniques, et puis les usages et les méthodologies, on va dire, générales dans des problématiques métiers. Alors, pour vous proposer un petit aperçu sur la donnée, si on s'intéresse un petit peu aux trois niveaux dont on a parlé tout à l'heure, aux trois niveaux de stratégie, dans le cadre de l'acculturation, par exemple, si je peux citer quelques exemples, encore une fois, ce n'est pas exhaustif, évidemment,
ce qui est très important à acquérir, c'est des informations ou une vision d'ensemble sur la disponibilité et les critères de choix de la donnée de télédétection. Donc, évidemment, il faut connaître le contexte des données qui sont ouvertes et gratuites, des archives qui sont disponibles en open data, puisqu'il y en a. Il faut aussi connaître le coût des données payantes quand elles le sont. Quand on parle à nouveau donc d'autres techniques que le spatial et notamment donc le drone lidar, etc., ou l'aéroporté, le coût de prestation d'acquisition pour récupérer ces données. Il faut évidemment, et ça encore une fois j'enfonce une porte ouverte, connaître les sources, les principaux distributeurs de données, les plateformes. Il faut également connaître les dispositifs de mutualisation des achats des données payantes et de maîtrise des coûts de ces achats, puisque vous le savez, il existe un certain nombre de dispositifs, dont Dynamis par exemple, qui a déjà été cité et je pense présenté. Et puis surtout, il faut connaître un petit peu les critères fondamentaux de choix d'une donnée. Alors, sans rentrer, et c'est toujours là la difficulté, où mettons le curseur, sans rentrer dans des détails techniques affolants, il faut quand même comprendre par rapport à son besoin de quel niveau de résolution spatiale on va avoir besoin, de quel niveau de résolution temporelle, autrement dit, a-t-on besoin de plusieurs dates sur une année, combien, est-ce qu'on veut voilà, travailler sur du saisonnier ou juste sur du one-shot à une période donnée, est-ce qu'on on veut une technique plutôt qu'une autre, hein, de l'optique, du radar, voilà, qu'est-ce qu'on va faire avec? Donc, le domaine spectral, et puis donc le système porteur qui existe pour tout ça. Est-ce que c'est de l'imagerie satellitaire dont j'ai besoin ou pas? Pourquoi? Donc, tout ça, ce sont des choses qu'il faut connaître et sur lesquelles il faut se mettre à jour. J'y reviendrai, il faut faire une veille, évidemment, puisque ça bouge très vite, ça évolue. En conception méthodologique, alors je vous donne d'autres exemples, je ne vais pas tout détailler, mais donc évidemment, il faut rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Donc, il faut connaître les principes, en tout cas, de fonctionnement de l'imagerie optique et des acquisitions multispectrales. Il faut connaître les principes d'imagerie radar et géoradar, puisque on peut aussi être amené, bon, c'est anecdotique, mais le géoradar, c'est aussi la télédétection, par exemple. Il faut connaître le fonctionnement, le principe de fonctionnement du lidar et qu'est-ce que c'est qu'un nuage de points. Il faut s'être approprié les notions fondamentales des différents formats, c'est-à-dire l'image, le raster, donc le nuage de points, la notion de données géographiques, et puis il faut connaître les caractéristiques propres aux produits qui nous intéressent, c'est-à-dire sur quelle bande spectrale on fait de l'acquisition, par exemple, quelle est l'information qui est fournie dedans, quels sont les systèmes de coordonnées, quels sont les formats, etc. On peut encore en citer beaucoup d'autres. Bref, on se rapproche de caractéristiques plus techniques. Quand on est dans l'expertise, là, on est vraiment dans un objectif de manipulation de la donnée, son traitement, son pré-traitement, le post-traitement. Donc, je ne rentrerai pas dans le détail, mais on rentre vraiment dans la structuration de l'information interne à la donnée qu'il faut maîtriser. Donc, je cite quelques exemples, hein, et il y en a plein d'autres, évidemment. Voilà un petit panorama, un petit peu de quelques propositions de pistes sur les compétences sur la donnée. Pour les outils et techniques, on va avoir à nouveau ces trois niveaux. À nouveau, sur la culturation, on est beaucoup sur du contexte. Quels sont les principaux logiciels et outils de télédétection qui sont usités? Quel est le contexte du logiciel libre dans le domaine de la télédétection, puisque ce contexte, il est vraiment, il existe hein, aujourd'hui. Hein. Quels sont les langages d'automatisation des traitements qui sont utiles, qui sont utilisés donc pour la télédétection et les librairies qui vont avec? Quel est le contexte des logiciels propriétaires et notamment, j'entends encore une fois sur l'aspect drone, ben, on achète ses propres capteurs, on a forcément des logiciels propriétaires qui vont avec. Donc voilà, quel est le coût, quels sont-ils? Euh, Quel est le contexte de l'automatisation des traitements dans le sens bah, de quel type de poste on a besoin, voilà, comment ça s'organise au niveau de la production de scripts, par exemple, quelles sont les modalités.
Et enfin, bien sûr, connaître les différents concepts du traitement de la donnée et de la donnée massive aujourd'hui, le machine learning, le deep learning, l'IA, qu'est-ce que ça peut apporter. J'ajouterai une dimension qui est très importante et qu'on a tendance à oublier parce que la télédétection, comme beaucoup d'outils, peut nous faire dire un petit peu, entre guillemets, tout et son contraire. Il faut absolument aussi connaître la dimension d'évaluation de la qualité et de la précision des résultats. Les géomaticiens savent qu'il y a une vraie problématique liée à la qualité de la donnée géographique. Cette notion, elle existe aussi en télédétection et donc il faut être capable de critiquer un petit peu ce qu'on a produit ou ce qu'un prestataire a produit pour nous. Euh, pour l'aspect conception méthodo, là, il faut connaître la théorie des opérations sur les données. Donc, pas forcément savoir les mettre en œuvre, mais savoir quels sont les grands pré-traitements qu'on fait sur les données optiques, radar, quels sont les traitements, comment on manipule le lidar, quelles sont les données qu'on peut utiliser en entrée pour améliorer un processus, quels sont les indicateurs de vérification, justement, comment on évalue ces résultats, sans savoir le mettre en œuvre, savoir ce qui existe et comment ça fonctionne de façon théorique. Et enfin, quand on rentre dans le développement, là, évidemment, on met vraiment les mains dans le cambouis. Donc, c'est connaître les langages d'automatisation, c'est connaître les algorithmes qui permettent de traiter les données et leurs hyperparamètres, c'est savoir mettre en œuvre des chaînes automatisées de pré-traitement, de traitement, de post-traitement et la production des indicateurs de qualité. Donc, encore une fois, je balaye assez vite parce que ça pourrait être beaucoup plus développé, mais ce serait vraiment très long et certainement un petit peu lourd à absorber. Euh, je, je passe sur la dernière partie, sur les usages et méthodologies. Donc, ici, on prend beaucoup de distance. Il s'agit plus d'avoir une approche un peu transversale par rapport à ces deux premiers axes. Euh, Quel que soit le niveau en fait sur lequel on se positionne, acculturation, expertise, etc., on va avoir besoin de mêler en télédétection trois types d'informations qu'on doit connaître. De la télédétection appliquée, c'est-à-dire quels usages thématiques, quels usages métiers, donc, vraiment multiplier la connaissance de cas d'usage concrets, c'est très important pour prendre de la distance. Il ne faut jamais oublier que la télédétection n'est qu'un outil et que la connaissance métier, la connaissance thématique est fondamentale et ne doit jamais être oubliée dans tous les projets de mise en œuvre de télédétection. On a également donc une partie plus technique, technologie. Donc, je viens d'en parler, les logiciels, les outils, comment on les utilise, quels sont les procédés. Et puis, ce qu'on a tendance à oublier un petit peu, c'est que la télédétection, c'est quand même un ensemble de disciplines scientifiques qu'il faut maîtriser, alors en fonction de son niveau d'implication, évidemment, mais ça sous-entend des connaissances purement scientifiques. On va être amené parfois à faire des calculs statistiques un peu poussés en fonction du type de données. On va être amené à connaître un petit peu vraiment la calibration, le travail sur la géométrie, et tout ça, c'est aussi beaucoup de sciences. Et donc, ça sous-entend des connaissances sur ces sujets également. Alors, la conclusion de ça, c'est évidemment veille technologique. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, et quel que soit le niveau d'expertise qu'on a, cette veille, elle est toujours vraie. Voilà pour la partie compétences. Alors, je ne sais plus où j'en suis trop, mais je vais repasser sur la suite, la toute fin, juste. Je vais aller très rapidement parce que je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites sur les dispositifs de formation, les pistes. Je pense que tout ce que vous allez voir là, c'est déjà connu et ultra connu. Mais je vous propose de balayer rapidement. Donc, les différents les différents dispositifs. Alors, je ne sais pas si les présentations seront partagées à la fin, mais donc j'ai mis des liens un peu partout. Voilà, donc vous pourrez explorer si vous le souhaitez, mais concrètement, il y a un grand nombre aujourd'hui d'organismes qui vous accompagnent pour de l'acculturation, webinaires, ateliers, colloques, ou pour aussi des pistes de formation. Je pense notamment donc par exemple à l'annuaire qu'on peut trouver sur le site de Connect by CNES via l'ISAT. Donc voilà, il y a les réseaux professionnels du spatial qui vous présentent un certain nombre de pistes. Vous avez également, et bien sûr, les
réseaux professionnels de la géomatique. Souvent, les géomaticiens qui montent en compétences en télédétection passent déjà par là, donc par la FIGéo, par GéoRéseau. Il y a un grand nombre de ressources sur la télédétection par ces canaux-là, entre guillemets. Vous avez aussi, et je ne peux pas toutes les citer parce qu'elles sont nombreuses, les géoplateformes nationales et territoriales, certaines ont été citées, hein, les plateformes de gestion des données, qui sont notamment référencées par la FIGéo. Vous avez, on n'y pense pas toujours, mais lorsqu'on parle sur l'aspect drone ou acquisition de matériel, il ne faut pas oublier les distributeurs de ces matériels qui vous proposent en général un accompagnement technique et des formations associées pour savoir manipuler leur matériel, évidemment, mais pas que, pour aussi savoir monter des méthodologies sur des processus spécifiques. Exemple, acquisition multispectrale pour l'agriculture. Ce genre de choses, vous trouvez pas mal de sujets qui vous sont proposés. Alors j'en ai cité quelques-uns ici, mais vraiment, vous avez énormément de distributeurs partout en France et la plupart vous proposent des formations ou vous mettent en relation avec des organismes de formation. Et puis ensuite, alors les organismes de formation professionnelle et continue, donc vous avez de la formation professionnelle et continue. Encore une fois, toutes mes excuses, c'est pas du tout exhaustif ce que je vous ai présenté là, il y en a certainement d'autres. D'ailleurs, tout à l'heure, notamment, on a parlé du CEREMA, etc. Mais donc, j'ai cité quelques incontournables, AgroParisTech, bien sûr, le NSG, la Maison de la télédétection, IDGEO. Vous avez aussi sur le site de Géothéca un annuaire qui vous propose un ensemble de formations courtes ou longues sur la télédétection. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est très succinct et il y a d'autres pistes. Et enfin, je voulais terminer là-dessus. Quand on est amené notamment à recruter des profils, il ne faut pas oublier qu'il y a aujourd'hui en France un grand nombre de masters en fait, hein, qui intègrent la télédétection en grande partie dans leur programme de formation. Souvent qui proposent télédétection et autres applications métiers, donc aménagement du territoire, agriculture, urbanisme, environnement. Ça peut être intéressant aussi de s'intéresser donc à ces masters-là. Et vous avez notamment le réseau télédétection de l'INRAE qui liste un certain nombre de masters qui intègrent la télédétection dans leur programme. Voilà, j'en ai terminé avec mon petit tour, alors qui est un peu rapide et qui est forcément incomplet, mais j'espère que ça sera utile. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Emmanuel. Non, non, c'était vraiment très complet. Moi, j'ai vraiment apprécié cette présentation. Je pense qu'on pourrait encore développer sur l'aspect compétences, etc. Moi, il y a quelque chose à laquelle j'ai tout de suite pensé, c'est effectivement, vous dressez bien l'ensemble des compétences. Il me semble qu'avant, il y a le stade quasiment zéro qui est la définition du besoin, mais sur laquelle on reviendra largement dans la table ronde, donc c'est pas un souci. Je vois que Claire Tinel a la main levée. Claire, avez-vous une question ou une remarque? Non, je veux juste remercier Emmanuel pour cette présentation qui était passionnante, tout simplement. Merci d'avoir donné l'adresse pour l'INRAE sur la liste des masters de télédétection parce que enfin, moi j'ai passé un master il y a 20 et quelques années. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque et c'est chouette qu'il y en ait encore plus. Donc effectivement, c'est pas on a la cartographie, la géographie, super. J'ai juste une petite remarque en fait sur les niveaux. En fait, Emmanuel, vous avez parlé sur niveau 1, 2 et 3. Niveau 1, la culturation, niveau 2, technique, 3, sciences. Je voudrais dire que, en fait, pour les décideurs, moi, je vois plutôt les décideurs en niveau 1 et des personnes qui sont là pour aider plutôt en niveau 3 et niveau 2. Et voilà, au niveau sens, Oui, qui ont... euh, parce que, enfin, tout simplement, lorsqu'on est décideur, on fait pas forcément d'études physiques ou scientifiques par rapport... on va aller très loin hein, sur la mesure, sur la mesure physique.
de la télédétection. Donc, merci pour avoir cité aussi les drones, parce que je suis OK pour les drones, mais euh, effectivement, ça coûte cher, comme je le disais tout à l'heure. Euh, mais voilà, donc c'est- ben, merci pour cette présentation sur les niveaux 1, 2, 3. Ben, merci à vous pour votre retour et j'ajouterais que je suis d'accord avec vous effectivement sur cet aspect distinction entre décideurs et après niveau plus technique. Ce sont souvent des missions différentes. Je suis d'accord avec ça. Des métiers qui sont différents. Oui, tout à fait. Une dernière question, Philippe. Petite question. Oui, une petite question. Emmanuel, en qualité de formatrice, finalement, comment rassures-tu les professionnels, les étudiants qui n'osent pas entrer dans le monde de la télédétection parce que c'est trop scientifique, trop technique. On a des géomaticiens même aujourd'hui qui ont des années de métier et qui n'osent pas aller vers la télédétection, même voir pas vers le raster. Donc, qu'est-ce que tu leur dis finalement et qu'est-ce que tu leur conseilles finalement? Ah ben, merci pour cette question parce que c'est une vraie question. La télédétection est encore un ensemble considéré comme un ensemble de disciplines scientifiques qui sont propres à l'université, au monde de la recherche. Et puis derrière ça, on a effectivement ce phénomène qu'on a vu de démocratisation de la donnée spatiale qui a identifié donc des utilisateurs finaux qui se disent chouette de l'image. Mais qu'est-ce que je vais faire avec et comment? Voilà. Et entre les deux, on sent qu'il y a un immense gap, une immense bulle de vide. On ne sait pas trop comment les deux mondes se rejoignent. Donc, c'est la vulgarisation en télédétection, en tout cas, de mon point de vue de formatrice pour avoir travaillé et continué à travailler sur le sujet, c'est possible. Je ne sais pas si ça encourage là, mais c'est possible. C'est possible quand on part de l'usage. C'est-à-dire que effectivement, il faut des données, il faut un fond scientifique, mais on peut très bien commencer déjà à s'entraîner à s'approprier en fait l'imagerie satellitaire quand on comprend, par exemple, quand on est géomaticien, que c'est un raster et quand on comprend comment elle est structurée. Donc, on part de l'usage, on part de la donnée raster, donc qui est un usage du géomaticien courant, et on comprend ce que ce raster image satellitaire a de spécial par rapport aux autres rasters qu'on peut rencontrer d'habitude. Déjà, le géomaticien, par exemple, commence à prendre confiance, et ensuite, quand on lui met en évidence en fait les éléments plutôt pratiques et les éléments de contrainte auxquels il faut faire attention quand on va commencer à manipuler ce raster et le traiter, finalement, euh, on peut facilement trouver des explications simples sur des phénomènes physiques ou sur comment ça se traduit dans la donnée sans passer par tout un ensemble d'équations. Donc, mais c'est un travail de vulgarisation et il faut partir de son usage. Il faut partir de la donnée en tant que telle. Alors, je sais qu'il y a certainement beaucoup de géomaticiens qui se sont dit, j'ose pas me lancer en télédétection, mais tout le monde l'a fait ça. Je vais télécharger une image juste pour voir comme ça, et puis je vais aller regarder dedans, voir comment elle est, à quoi elle ressemble. Ben, c'est un petit peu ça. Il faut commencer à manipuler la donnée, se familiariser avec, plutôt que de passer par l'amont, la science, et puis après aller vers le pratique. Il faut ruisseler un petit peu dans l'autre sens, et une fois qu'on s'est familiarisé avec la donnée, on va se familiariser avec les outils qui la manipulent, et après, petit à petit, on va aller, sans s'en rendre compte, plus loin dans le scientifique et plus loin dans la complexité. Et c'est possible. C'est possible, c'est-à-dire que par exemple, ça m'arrive très souvent, de mon recul, de former des géomaticiens qui montent en compétences en télédétection en passant par l'usage, c'est-à-dire, exemple, traiter la donnée Sentinelle-2 avec QGIS et OTB. Voilà, on part de choses très concrètes et alors, on va dire 3 jours, mais alors 3 jours, c'est vraiment l'initiation à 10 jours, on peut obtenir de premiers résultats avec pas juste j'ai fait un truc et puis je me souviens plus quand je suis partie, mais une posture. Une posture et une méthode qu'on peut réappliquer ensuite. Je sais pas si ça répond bien à la question, mais voilà. Ça répond très bien à la question. Merci, Emmanuel. Très bien. Ouais. Je pense qu'on va, voilà, ça fait une bonne transition vers la table ronde.